Là, je suis en train de m'imprégner de la cantate que nous allons faire tout à l'heure. Et donc cette imprégnation, elle est importante parce qu'au moment où nous allons commencer à faire la cantate, eh bien, il faudra être complètement dedans. Il y a un temps de répétition très court, il ne faudra pas qu'il y ait de temps mort. Donc c'est une manière pour moi de remémoriser, de la retravailler, et puis aussi en même temps peut-être déjà de préparer ma gestique, les gestes que je vais faire qui correspondent à la musique que je souhaite obtenir de l'orchestre et du chœur. Je suis Michel Brun, j'ai une activité de musicien, j'ai plusieurs passions et donc plusieurs activités. J'ai une formation de flûtiste et parallèlement, j'ai commencé à pratiquer la direction d'orchestre qui est quelque chose qui m'intéressait beaucoup depuis longtemps. Et donc très vite, j'ai été amené à monter des petits projets qui m'ont amené à acquérir une expérience dans ce domaine-là. Et j'ai été très vite attiré par la musique vocale. Et l'essentiel même des projets que j'ai menés étaient des projets en général pour chœur et orchestre. Jusqu'à, il y a une dizaine d'années, la naissance de l'ensemble baroque de Toulouse. Donc nous avons fondé avec des musiciens et des choristes toulousains et qui a pris un développement important ces quelques dernières années. J'ai peur qu'on gêne trop le passage. Non, non, mais là vous allez tomber. Ouais. Que le bouquet du côté droit. Oui, du côté droit. Le projet de Cantate sans filet, je crois qu'il est vraiment original à plus d'un titre. Bon, la première idée, c'est tout simplement de jouer les cantates de Bach. Alors ça paraît tout simple comme ça, mais il faut savoir que donc il y en a 200. Donc l'ensemble baroque de Toulouse qui s'est lancé dans cette aventure, à raison d'environ une par mois, sauf pendant les mois d'été, eh bien, le calcul est vite fait. Il faudra au moins 25 ans pour aller au bout de ce parcours. Tous les musiciens, tous les chanteurs professionnels qui participent à cette cantate le font bénévolement. Martine, qu'est-ce que tu en penses de l'installation de l'orchestre comme ça? Donc second, premier, second, alto, flûte au bois, violoncelle. Souvent, on essaie de créer des conditions confortables pour la répétition d'un concert, mais là, c'est vraiment 1h30 de répétition et le résultat doit être convaincant au bout d'1h30. Et ça, c'est pas facile. Donc, il y a une espèce de réflexe à avoir, de rapidité de réaction pour faire tout de suite ce qui est demandé, et l'acquérir et pouvoir le rendre aussi musicalement que possible, si on peut. Très probablement, en son temps, ça se passait à peu près comme ça, à l'époque de Bach. C'est-à-dire que pendant toute une période de sa vie, Bach a dû livrer une cantate par semaine, et que donc on imagine qu'il ne donnait pas la partition aux interprètes beaucoup de temps avant la cantate. Et donc ce sentiment d'urgence qu'ils avaient certainement en créant cette cantate, nous le retrouvons d'une certaine manière avec ce principe d'une répétition juste avant de l'interpréter. Voilà. Je crois qu'on n'est pas très loin de la vérité en réalité. Bienvenue à tous. Donc voilà, nous allons commencer la répétition de la cantate 195 de Jean-Sébastien Bach. Comme vous allez le voir tout de suite, c'est une cantate très festive. Elle est festive parce que c'est une cantate de mariage. Tout de suite, donc, faites bien l'opposition entre les deux motifs qui sous-tendent la totalité de la première partie du chœur. Je parle de la partie à 4 temps, le C, d'accord? Donc, le motif de ta-da-din, ta-ta-ta-tam-pam. Le premier est complètement explosif et rythmique, d'accord? On crie notre joie. Au fond, toute cette cantate, on pourrait dire, c'est les différentes couleurs de la joie qu'on peut éprouver à se marier, d'accord? Et donc, il y a une manière éclatante, comme ça. La deuxième, vous allez l'entendre à l'orchestre tout de suite, au bout d'une mesure. Et là, c'est plus tranquille, hein, quelque chose de plus doux, d'accord? Voilà. Et donc, à chaque fois, marquez bien les oppositions. Attention, 3 et...
Alors les trompettes, il faut que vous soyez vigilants, parce que dans ce passage-là où le chœur démarre piano, il faut que vous démarriez vous aussi piano, à 44 donc. Vous avez des numéros de mesure, c'est bon? Oui. Alors donc à 44, pensez à partir piano, la levée du troisième temps. Lorsque nous commençons à répéter, c'est la première fois que nous nous retrouvons tous ensemble et que nous assemblons les différentes parties de cette musique. Et donc, le public nous renvoie comme commentaire que c'est extrêmement intéressant de voir le travail depuis le début jusqu'à la fin d'un ensemble professionnel et de voir l'incroyable sentiment, disons, que les pièces s'assemblent comme dans un puzzle. Hein, au début, on n'y comprend rien et à la fin, ça forme un tout qui est cohérent. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui m'est très souvent dit par le public. Musiciens et public se fréquentent assez longtemps. Finalement, pendant toute cette répétition, les musiciens, les chanteurs se mettent aussi en danger, donc acceptent l'idée éventuellement de reprendre un passage parce que la première fois, il n'était pas bien joué, pas juste, pas ensemble, pas etc. etc. Ça crée une proximité, une familiarité qui est vraiment intéressante. Merci, super, hein. Très bien, super. Donc, comme l'ensemble de la cantate, Bach va vanter les mérites du mariage. Et c'est très étonnant parce que le texte qu'il fait dire donc à la basse est un texte religieux, donc glorifier la bonté et la fidélité de Dieu. C'est ce qui vous apportera, à vous les fiancés, la joie. Voilà. Et pour figurer quelque chose d'éminemment religieux, il va utiliser, comme vous allez l'entendre tout de suite, une sorte de petite danse tout à fait païenne qui est surprenante compte tenu du contexte général. Donc inutile de vous dire qu'on essaye de lui donner un petit air coquin à cet air. Très très articulé et très rebondissant. Attention. 1 et 1. Le public, il attrape des clés de compréhension du déroulement de la musique. Et là, je crois que s'il y a ce côté qui peut être un petit peu intimidant dans la musique classique, qui est de se dire « moi, j'y connais rien, donc je ne vais pas y aller », parce que c'est réservé à des gens qui connaissent, justement, ces quelques clés peuvent aider à franchir les portes de manière beaucoup plus facile, en étant beaucoup plus détendu par rapport à ça. Alors il ne nous reste plus que le choral final. Alors attention parce qu'il y a 2 strophes. Et donc il faut chanter 2 fois la même chose. Enfin, pas les paroles, d'accord ? La première fois on fait la première ligne, la deuxième fois on fait la deuxième, et puis il y a la traduction phonétique. En un mot, bonne chance. Ensuite, je l'ai toujours dit, si jamais il y en a certains d'entre vous qui vraiment renoncent à essayer de prononcer l'allemand, même avec le soutien de la traduction phonétique, pas de problème, le la est autorisé. Donc à vous, hein. Nous faisons chanter le public. Toutes les cantates, à de très très rares exceptions près, se terminent par ce qu'on appelle un choral final, qui était très probablement chanté par les fidèles, puisque la cantate à l'époque de Bach était jouée donc dans le cadre d'une cérémonie religieuse, et donc il est très probable que les fidèles la chantaient à la fin. Bach se comporte vraiment comme un poète qui crée des images. Et donc, il utilise la musique de manière extrêmement profonde pour illustrer les mots qui figurent dans le texte qui est chanté. La caractéristique principale de l'écriture de Bach est cet art de combiner plusieurs voix en même temps, en faisant en sorte que chaque voix ait sa propre logique, un petit peu comme des personnes qui chemineraient côte à côte, disons, sans que ces chemins nécessairement soient toujours faciles à percevoir tous ensemble.
Bach, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on peut y accéder par beaucoup de faces différentes. Vous savez, comme une montagne sur laquelle on pourrait monter par la face nord, la face sud. C'est une musique qui est d'une construction absolument extraordinaire. C'est un mécanisme d'horlogerie, mais en même temps, ça peut être quelque chose d'immédiatement touchant, avec un sentiment extrêmement profond, une humanité extrêmement profonde, que n'importe qui, même quelqu'un qui n'a jamais fait de musique, peut apprécier. Avec ce projet, moi j'ai vraiment découvert quelque chose de bouleversant, vraiment. C'est une musique tellement forte, qui nous dépasse tellement par son ampleur, par quelque chose de cosmique, qu'il faut abdiquer de toutes ces préoccupations égocentriques d'interprète. Les cantates de Bach ne sont jamais jouées en concert. C'est comme un petit peu, on pourrait dire, des trésors qui sont à portée de la main et peut-être simplement il manquerait la clé qui permet d'ouvrir la pièce dans laquelle ces trésors sont enfermés.